Voilà, bonjour, je suis François Janton, je suis professeur au département d'allemand de l'Université de Grenoble et j'ai le plaisir de faire un vidéo-cours dans le cadre de l'Université populaire européenne de Grenoble. Aujourd'hui, je vais vous entretenir d'un sujet qui m'est cher, à savoir la France et l'Europe en 2014 dans le cadre de deux commémorations. Il y aura d'abord la commémoration du bicentenaire du Congrès de Vienne qui a eu lieu en 1814 et ensuite la commémoration du centenaire de la Grande Guerre qui a commencé en 1914. Je voudrais discuter à cette occasion deux idées qu'on entend souvent dans notre pays. La première idée concerne l'intégration européenne, c'est-à-dire la construction d'une Union européenne qui réunit les États-nations souverains, volontaires et disposés à déléguer une partie de leur souveraineté à l'Union européenne. Cette intégration européenne serait contraire aux vraies valeurs de la République française, que la République française donc a hérité de son histoire depuis 1789. Ça, c'est la première idée, donc une idée anti-européenne. Parallèlement à cette idée, il y a une deuxième idée qui, cette fois-ci, est une idée pro-européenne. Faire l'Europe, poursuivre sur la voie de l'intégration européenne, c'est renoncer à certaines valeurs de la République française. Donc ces deux idées sont apparemment opposées, l'une est pro-européenne, l'autre est anti-européenne, mais en fait elles postulent toutes les deux la même chose, à savoir que le républicanisme français est incompatible avec la construction européenne. Être un bon républicain français, c'est être contre l'Union européenne, ou bien être un bon Européen, c'est dire, bon, il va falloir renoncer à certains acquis du républicanisme français. Donc maintenir le républicanisme, c'est renoncer à la construction européenne, c'est renoncer au grand projet qui a suivi 1945, ou bien poursuivre la construction européenne, c'est renoncer à tout un pan particulièrement glorieux, en partie en tout cas, de l'histoire de France, qui est le pays qui a été le premier à diffuser et à pratiquer les idées nouvelles, la souveraineté du peuple, la liberté de la presse, les droits de l'homme, la suppression des privilèges, etc. La liberté religieuse. Donc cette contradiction-là, elle soumet bien entendu le citoyen français à un certain stress. Être européen et français en même temps, en fait, c'est difficile, c'est pas possible. Alors je vais commencer par le Congrès de Vienne. En ce qui concerne le Congrès de Vienne, les historiens français, bien intentionnés, vont faire un pas vers leurs collègues européens, vers les opinions publiques européennes, et vont dire le Congrès de Vienne, au fond, c'était aussi une bonne chose. C'est un congrès qui a pacifié l'Europe, et puis qui, à sa façon, a tenu compte des idées nouvelles. Alors avant d'entrer dans l'analyse, je voudrais rappeler ce qu'est le Congrès de Vienne. Le Congrès de Vienne, c'est le congrès qui est commencé pendant la fin de l'ère napoléonienne, en 1814, et qui organise l'Europe après l'ère napoléonienne. L'ère napoléonienne, c'est la continuation de l'ère révolutionnaire d'une certaine façon. Le Congrès de Vienne, c'est donc la réunion de trois dynasties continentales, la Russie, la Prusse, l'Autriche, qui forment une sainte alliance pour préserver les monarchies absolues héréditaires en Europe. Donc, pour combattre les idées nouvelles, la souveraineté du peuple et tout ce qui s'ensuit, l'égalité civile, etc. Et puis pour combattre la naissance des États-nations européens. Avec le Congrès de Vienne, il n'y a pas d'Allemagne, il n'y a pas de Pologne, il n'y a pas d'Italie et a fortiori pas tous ces États qui constituent aujourd'hui l'Union européenne. Ce Congrès de Vienne a-t-il pacifié notre continent? Non. Il a été interrompu assez rapidement au bout de 3 décennies par les révolutions de 1848. Je ne parle pas des révoltes et des complots qui ont précédé 1848. Il a été interrompu et la Sainte Alliance anéantie par la guerre de Crimée. Il a été interrompu, ou il a été terminé en fait par la guerre de Crimée et puis par les guerres d'unification nationale italienne, allemande qui ont suivi. Et puis il n'existe plus, ce congrès de Vienne, la Sainte Alliance, après 1918. D'ailleurs, les monarchies signataires du congrès de Vienne n'existent plus. La Prusse n'existe plus. L'Empire d'Autriche, ça n'existe plus.
Quant à la Russie d'aujourd'hui, elle est absolument méconnaissable, elle n'a rien de commun, ou très peu de choses en commun, avec l'Empire russe de 1814. Donc, on pourrait aussi se poser la question de savoir comment les citoyens européens ont vécu le Congrès de Vienne, la paix apportée par le Congrès de Vienne. Et donc là, je vais citer un citoyen européen particulièrement authentique et particulièrement disposé à dire comment on pouvait ressentir les choses, qui est le poète allemand Heinrich Heine, Henri Heine, on dit en français. Comment a-t-il parlé de la paix du Congrès de Vienne dans ses écrits? Il a dit « Les nuages allemands étaient devenus encore plus gris, les rossignols s'étaient tus. En revanche, les chiens aboyaient bien plus fort, les chênes bruissaient le plus discrètement possible, on aurait dit que les roses étaient enrhumées, la vie semblait prisonnière d'un marécage, partout stagnation, léthargie et bâillement. » Non, ce n'est pas la sainte alliance des monarchies absolues qui a garanti une paix durable à l'Europe. Il n'y a aucune raison de regretter la paix instaurée par le Congrès de Vienne. Elle ne vaut pas mieux que celle qui a été instaurée en 1648 par le traité de Westphalie. Elle ne vaut pas mieux non plus que l'équilibre européen que Bismarck a tenté d'instaurer, par exemple, au Congrès de Berlin en 1878. Alors, que faut-il penser de la paix instaurée en 1919 par les traités qui ont suivi la Première Guerre mondiale? Je passe ici, on le voit, à la deuxième commémoration. Que penser donc du traité de Versailles et des traités annexes de Saint-Germain, du Trianon et de Sèvres? Ces traités, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont démantelé deux empires, l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman. Et ils ont créé ou recréé, par exemple dans le cas de la Pologne, des États souverains, des républiques, par exemple la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, les États baltes, j'ai déjà parlé de la Pologne. Ils ont échoué ces traités. L'échec est patent puisque 20 ans plus tard, nous avons la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce la faute de ces traités? Il y a des historiens qui l'ont affirmé. Je vais citer ici l'historien de la Révolution française, qui a été aussi un historien du communisme et du XXe siècle, qui s'appelle François Furet. Il écrit que les traités de 1919-1920, je cite, « multiplient les États slaves sur les ruines du germanisme vaincu, créant un peu partout, de Varsovie à Prague et de Bucarest à Belgrade, d'improbables républiques parlementaires où les bourgeois français croient replanter leurs traditions alors qu'ils exportent leur régime. Plus qu'une paix européenne, les traités de 1919-1920 constituent une révolution européenne. Ils effacent l'histoire de la deuxième moitié du XIXe siècle au profit d'un redécoupage abstrait de petits États multi-ethniques qui ne reproduisent que les défauts de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Nous avons déjà noté que les monarchies fondatrices de l'Europe d'après le Congrès de Vienne, les monarchies de la Sainte Alliance, ont disparu. Notons en revanche que ce que François Furet appelle les improbables républiques parlementaires, elles se portent bien, elles existent encore. Elles sont revenues, certaines avaient été supprimées, les États baltes par exemple, ou bien elles se sont même multipliées. La Tchécoslovaquie, c'est devenu la République tchèque, la Slovaquie, et la Yougoslavie, c'est devenu plusieurs États, et qui n'aspirent d'ailleurs tous qu'à l'intégration européenne. Des fois, ils y sont déjà parvenus, c'est la Slovénie et la Croatie, et d'autres sont candidats, et pour d'autres, la situation est un peu plus compliquée. Penchons-nous maintenant sur les principes qui ont guidé les initiateurs du traité de Versailles. Ici, je vais citer du point de vue français, du républicanisme français, le grand homme, le tigre, Georges Clemenceau. Au lendemain de la signature du traité, le 30 juin 1919, il fait un discours à l'Assemblée nationale. Je cite ici Georges Clemenceau. « À la seule condition que nous demeurions présents au devoir, le vieil esprit de domination guerrière peut être à jamais terrassé. Le jour est venu où la force et le droit, redoutablement séparés, doivent se rejoindre pour la paix des peuples au labeur. Que l'humanité se lève pour vivre toute sa vie. » Je rappelle en effet que le traité de Versailles commence par la fondation de la Société des Nations. Je ne veux pas ici exposer les raisons de l'échec du traité de Versailles et des traités qui ont suivi.
Je me contenterai d'esquisser seulement une piste, à savoir que la raison de cet échec est davantage dans les peuples européens qui n'ont pas pu, pas su, pour des raisons diverses, assumer l'ordre démocratique issu des traités de 1918, que dans cet ordre démocratique lui-même, bien que je ne conteste absolument pas que le traité de Versailles et les traités annexes et bien sûr soient imparfaits, recèlent de nombreuses imperfections. L'Europe d'aujourd'hui, en 2013, 2014 l'an prochain, c'est celle du traité de Versailles, en gros. Ce n'est pas celle du congrès de Berlin de 1818 et ce n'est pas celle du congrès de Vienne. La pacifique et prospère Union européenne, c'est l'aboutissement des espoirs les plus audacieux des républicains français. Il n'y a pas de contradiction entre le républicanisme français et le projet européen. Au contraire, ce projet, c'est le triomphe d'un idéal politique universaliste, pacifique, conforme aux idéaux des Lumières et conforme, bien sûr, aux idéaux des républicains français. Les républiques françaises de 1792 et de 1848 n'ont pas duré, nous le savons. Celle de 1871 était fragile. D'ailleurs, elle n'était pas portée par une majorité républicaine au départ, en France même. Et en plus, elle était complètement isolée en Europe. En Europe, la France était la seule république à cette époque-là. Aujourd'hui, l'Union européenne se compose de 20 républiques et de 8 monarchies, j'inclus le Luxembourg, qui sont des monarchies constitutionnelles parfaitement démocratiques. Donc de 20 républiques et 8 monarchies et de 28 démocraties. À la base de l'Europe d'aujourd'hui, il y a celle que les vainqueurs de 1918 ont tenté d'instaurer. Mais il y a davantage que celle du traité de Versailles. Il y a aussi la mise en œuvre d'une étroite coopération économique, le traité de Rome de 1957, d'abord 6 pays, puis ça s'est élargi. Et puis il y a l'intensification de cette intégration à d'autres secteurs de la vie, la monnaie unique, le secteur monétaire, la libre circulation des hommes, etc., etc. Ça, c'est le traité de Maastricht de 1992. C'est-à-dire qu'au fond, on pourrait faire une sorte de pyramide. En bas, nous aurions le traité de Versailles, complété par un traité dont on parle peu souvent, qui est le traité de septembre 1990, qui est le traité qui met fin à la Deuxième Guerre mondiale, le traité de Moscou. Ce traité des puissances victorieuses de 1945 avec les deux Allemagnes, eh bien, il confirme complètement l'ordre européen de 1918. Au-dessus de cette base politique, nous aurions le début de l'intégration économique, les traités de Rome 1957. Et puis tout en haut, nous avons le traité de Maastricht et puis tous les développements actuels avec l'union monétaire, les coopérations renforcées, je n'entre pas dans ces détails. Et là, nous avons vraiment la construction de l'Europe actuelle. Donc pour revenir aux idées toutes faites dont je suis parti au début de cette réflexion, l'unité européenne sur les bases de l'égalité des États-nations, qui sont gouvernés de manière démocratique, c'est l'essence même du projet républicain français. C'était déjà le projet de 1918. C'était celui de Victor Hugo, les États-Unis d'Europe, au XIXe siècle. C'était celui de Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle. Deuxièmement, le processus complexe, mais fondamentalement pacifique d'intégration européenne, c'est le signe que le républicanisme français est vivant, et qu'il est créatif, et qu'il est vivant et créatif hors des frontières de la France. Il n'y a plus seulement les Français. Tous sont maintenant des républicains ou des républicanistes. Et il faut aussi en tirer les conclusions. La frilosité souverainiste est aux antipodes de l'idéal républicain français, car cet idéal fait confiance aux nations dont le système politique exprime la volonté du peuple souverain. Au peuple souverain répugne naturellement, je cite Clémenceau, l'esprit de domination guerrière. Cet esprit de domination guerrière ne répugne pas aux tyrans, on le voit, et aux monarques absolus. Nous pourrions aussi appliquer la devise de la République française à l'Union européenne. La liberté, c'est la liberté en Europe de circuler. On se sent libre maintenant en Europe. On passe d'un pays à l'autre, on fait carrière dans l'un, on peut être fonctionnaire dans l'un ou l'autre indifféremment. La nationalité du pays proprement dit ne joue plus aucun rôle. L'égalité, égalité de traitement de tous les citoyens européens dans les pays de l'Union européenne, égalité des pays au sein de l'Union européenne, des pays membres. Et puis la fraternité, c'est-à-dire les efforts qui sont faits. Bon, la fraternité, c'est un objectif, il ne sera d'ailleurs jamais atteint. Les hommes ne peuvent pas avoir tous tout à fait le même statut social
et sentimentale, par exemple. Mais la fraternité, elle est là. L'Europe cherche à atteindre une certaine cohésion économique et sociale. Le plan de relance de l'or, l'acte unique, le traité de Maastricht et l'élargissement de 2004. Une autre observation que je voudrais faire, c'est que le républicanisme français n'a pas à se repentir. Il peut être fier d'avoir inspiré l'ordre stable et démocratique de l'Europe actuelle. Et il serait surprenant que les représentants démocratiquement élus des peuples européens soient tous d'accord sur tout, au niveau national et au niveau européen. Ils ne peuvent pas être tous du même avis. Parfois la majorité est à droite, parfois à gauche, parfois la gauche vote avec la droite, mais une autre gauche nationale va voter avec une autre droite. Enfin, ça se mélange, c'est le jeu de la démocratie. Il serait très suspect que tous pensent la même chose. Ça, ce serait un régime non démocratique. Mais les institutions permettent le débat, imposent le compromis, et surtout, elles permettent l'élection de nouveaux représentants. Si les représentants actuels ne font pas l'affaire, eh bien les peuples en élisent d'autres qui feront peut-être mieux l'affaire. L'Union européenne, constituée de nations démocratiques, décidée non seulement à stabiliser le continent, je crois que ça c'est à peu près fait depuis les guerres de Yougoslavie, mais décidée aussi à créer les conditions d'un développement harmonieux du continent dans le contexte très nouveau, enfin en partie en tout cas, de la mondialisation, de l'émergence en tout cas des pays émergents, c'est l'aboutissement du rêve républicain que la France a été la première et la seule à incarner durant de longues années, depuis 1789. L'État-nation France trahirait son rêve républicain en se repliant sur soi.